Israël, la coalition de Netanyahou, à peine formée, sa fragilité est pointée du doigt par l'opposition. Le gouvernement devrait être dévoilé en début de semaine prochaine avec une majorité d'une seule voix à la Knesset. Nicolas Sarkozy voit son avenir politique suspendu à la procédure judiciaire en cours dans l'affaire Bettencourt. La justice a en effet jugé valables les écoutes téléphoniques compromettantes le concernant ainsi que son avocat. Les élections législatives en Grande-Bretagne, le vote s'achève ce soir. Les résultats très serrés promettent plusieurs jours de tractation avant de voir arriver la prochaine coalition. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Après avoir formé sa coalition dans la douleur, hier soir, Benyamin Netanyahou n'a sans doute pas surmonté tous les obstacles. Il lui reste maintenant à finaliser son gouvernement et à le présenter à la Knesset d'ici à la semaine prochaine. On va y revenir. Il lui faut déjà également affronter les critiques de ceux qui ne donnent que quelques mois d'espérance de vie à ce gouvernement fragile qui repose donc sur une seule petite voix de majorité. David Klezewski. Quelques secondes de lecture suffisent amplement pour parcourir la liste qui forme la nouvelle coalition. Avec 61 députés sur 120, le gouvernement sera soutenu par le strict minimum légal qui lui permet d'exister. Un exécutif à la merci du moindre faux pas. Plusieurs experts en Israël ont souligné que Benyamin Netanyahou avait tenté et tentera encore à l'avenir de faire entrer la gauche dans le gouvernement. 61 députés, c'est bien, mais 61 plus, c'est mieux. Naftali Bennett ne peut pas s'empêcher de sourire à la boutade. Mais il comprend parfaitement le sens de ce message. Un élargissement de la coalition se ferait au détriment des sionistes religieux. Car ils ont obtenu beaucoup de ce nouveau gouvernement. Plusieurs ministères comme la justice ou l'éducation, mais aussi la commission juridique et constitutionnelle du Parlement. En clair, la bataille pour le contrôle de la Cour suprême israélienne est lancée. Et pour préparer une potentielle entrée du travailliste Yitzhak Herzog, Benyamin Netanyahou a décidé de gérer lui-même le poste de ministre des Affaires étrangères, avec l'espoir que le portefeuille sera un jour occupé par la gauche. Mais officiellement pour le leader travailliste, hors de question de jouer la cinquième roue du carrosse. Nous serons une opposition forte et déterminée qui ne permettra pas un seul moment au gouvernement de fonctionner. Nous allons le contester sur tous les fronts. Le gouvernement commencera ses activités la semaine prochaine et devrait s'attaquer en priorité aux sujets économiques et sociaux, préoccupations majeures des Israéliens. Selon les accords signés entre les parties, les taxes sur certains produits de base seront abaissées et des aides financières à l'enfance, supprimées en 2013, seront à nouveau instaurées. Un gouvernement social, homogène à droite et très resserré, voilà qui pourrait être en fait la clé de sa stabilité selon certains analystes. De manière étonnante, le gouvernement pourrait être stable en raison de l'attention qui sera portée sur les questions socio-économiques. La seule chose qui pourrait le rendre instable, c'est la pression internationale pour faire des concessions que les Israéliens ne veulent pas faire face aux missiles qui volent sur Tel Aviv, jusqu'à ce qu'un leadership plus stable existe côté palestinien et dans le monde arabe. Ces dernières années, les Israéliens ont privilégié les sujets internes sur les questions diplomatiques jugées insolubles. Mais la Maison-Blanche et certains pays européens ne partagent pas cet ordre des priorités. Alors, Daniel Haïk, bonsoir, analyste politique. On va donc d'abord s'attarder sur ce calendrier parce que vous en savez plus ce soir justement sur la manière dont ce nouveau gouvernement va entrer en fonction. Et ni Benyamin Netanyahou ni nous ne sommes au bout de nos peines à ce niveau-là. Il faut savoir qu'en début de semaine prochaine, Benyamin Netanyahou va entamer des contacts avec les ministrables potentiels du Likoud. Il y en a beaucoup, on va en reparler. Mais il y a surtout un point important, c'est que lundi, les 61 membres de cette nouvelle coalition vont devoir répondre présents, tous, à 100%, ils vont devoir répondre présents à la Knesset pour voter un amendement
de la loi fondamentale sur le gouvernement, un amendement qui va permettre à ce gouvernement de Binyamin Netanyahou de ne pas se contenter de 18 ministres, mais d'en avoir un petit peu plus, probablement 22 ministres dans le prochain gouvernement. Et si un seul des députés ne répond pas présent, eh bien, ça sera déjà le premier échec donc pour Binyamin Netanyahou et cette coalition. Et ce n'est qu'après que cette loi ait été amendée en première, seconde et troisième lecture, cela va prendre du temps, que Binyamin Netanyahou pourra présenter son gouvernement. On estime que cela devrait intervenir mercredi prochain. Alors, il y a déjà des signes de fragilité donc, dans cette majorité de 61 voix à peine, puisqu'il y a déjà, par exemple, des députés qui font une sorte de chantage à Netanyahou. Oui, on peut dire que si la formation, les accords de coalition avec les partenaires de Binyamin Netanyahou, c'était déjà un casse-tête important, eh bien, on peut dire que Binyamin Netanyahou risque d'avoir la migraine la semaine prochaine lorsqu'il va devoir rencontrer chacun des députés qui se considèrent comme potentiellement ministres dans le prochain gouvernement. Je vous donne un exemple. Ayub Kara, qui est le seul député druze du Likoud, se considère comme étant ministre. Il a été déjà plusieurs fois député et il veut grimper d'un échelon. Il veut être ministre et il menace. S'il n'est pas ministre, eh bien, dit-il, il y aura des conséquences dramatiques. Et donc, quelque part, Binyamin Netanyahou va devoir se heurter à toutes ces menaces. Il faut savoir que Binyamin Netanyahou est dans une position difficile, qu'avec ses 61 députés, eh bien, il est à la merci de chacun des égos surdimensionnés de certains des députés, mais aussi de tensions, de dissensions qu'il y a à l'intérieur de cette coalition gouvernementale, qui est certainement plus homogène que la précédente, mais il y a des tensions, par exemple, entre le foyer juif et le parti orthodoxe Chasse. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Yitzhak Herzog, il va être à la merci aussi d'une opposition extrêmement combative, extrêmement mobilisée, qui va tout faire pour essayer de le faire tomber. Alors, vous restez avec nous parce qu'on va justement s'intéresser aux priorités de ce nouveau gouvernement, et notamment la lutte contre la vie chère. C'est en tout cas ce qu'attendent prioritairement les Israéliens. Elsa Mimoun s'est rendue justement à la rencontre de ceux qui ont voté dans les rues de Tel Aviv afin d'écouter leurs sentiments après donc l'arrivée de cette nouvelle coalition. Reportage. À peine la nouvelle coalition connue, tout le monde y est allé de son commentaire. L'ancien ministre Yair Lapid parle d'un gouvernement sectaire ou encore d'un accord de capitulation. Pour Tzipi Livni, cette coalition n'est pas bonne pour le pays. Accueil plutôt mitigé du côté de la population israélienne. Je pense que la majorité est un peu étroite, mais j'espère que le gouvernement tiendra la route. Il nous a ramenés au moins 2 ans en arrière. On a fait 2 pas en avant, il nous ramène 4 pas en arrière. J'en ai assez. Depuis hier, les médias n'arrêtent pas de demander qu'est-ce que vous en pensez. J'en ai marre d'entendre ce que le monde en pense. J'espère que ça ira, c'est tout. La population ne se montre pas très optimiste, c'est vrai. Il faut dire qu'entre les difficiles négociations avec le foyer juif et le mécontentement des membres du Likoud, cette coalition semble déjà quelque peu instable. Je ne sais pas dans combien de temps il y aura de nouvelles élections, mais d'après mon expérience, dès que des élections se terminent, une nouvelle campagne électorale commence. J'espère qu'à l'avenir, il y aura un autre gouvernement qui prendra soin de ses citoyens. Je pense que d'ici 1 an, il y aura de nouvelles élections. Je ne pense pas que ça tiendra. Ah mon Dieu, j'espère qu'il n'y en aura pas tout de suite. Ça coûte de l'argent. Mais avec 61 députés, un seul peut tout faire tomber. Peu d'optimisme donc quant à la longévité de ce gouvernement. Et même si la répartition des portefeuilles n'est pas encore officielle, Moshe Kahlon du parti Kulanu a obtenu le ministère des Finances qu'il convoitait afin de promouvoir les réformes économiques autour desquelles était axée sa campagne électorale. Mais est-ce bien suffisant ? Moshe Kahlon sera très limité sur le plan économique. Ses partenaires vont lui mettre des bâtons dans les roues. Kahlon entre au gouvernement, mais je ne pense pas qu'il arrivera à changer quelque chose. Il est plein de bonnes intentions, mais je ne suis pas sûre qu'il y arrivera. Kahlon, j'ai cru comprendre qu'il était bien. Ce qu'il a fait pour le téléphone, il a réduit les factures de 40, 50 shekels par mois, quand les gens payaient 150, 200 shekels par mois. C'est pas grand-chose, mais c'est un vrai changement et je lui fais confiance. Réaction désabusée, avis partagé. Benyamin Netanyahou devrait dans tous les cas présenter son gouvernement dans les prochains jours, laissant les Israéliens perplexes quant aux changements qu'il pourrait apporter.
Alors Daniel Haïk, c'est vrai que c'est une question importante. Ce gouvernement fragile va-t-il pouvoir gouverner, prendre des mesures? On a parlé de Carlon par exemple. Sachez que Carlon avait lancé une forme de menace. Il avait dit qu'il ne rentrerait dans le gouvernement que s'il y avait 67 députés parce que c'était pour lui le minimum pour faire passer son train de réforme, le train de réforme qu'il entend faire passer pour essayer par exemple de faire baisser le prix des appartements. C'était l'une des conditions. Donc finalement cette condition ne s'est pas remplie, mais Carlon a dit qu'il était prisonnier de son accord avec Binyamin Netanyahou. Donc effectivement, on va se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse dans les prochains mois. Il faut rappeler que le pays n'a pas de budget de l'État pour l'année 2015 et que s'il y a un seul député qui ne souhaite pas voter le budget de l'État tel qu'il est, eh bien il ne passera pas et on se retrouvera dans une situation, si le budget n'est pas voté, c'est une situation de chute du gouvernement immédiate. Donc effectivement, c'est un gouvernement précaire et c'est la raison pour laquelle Binyamin Netanyahou va tout faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour essayer de séduire et de rapprocher le parti travailliste, l'Union sioniste, et essayer de le faire rentrer à l'intérieur du gouvernement. Un mot justement sur la répartition des portefeuilles. C'est compliqué, on l'a vu avec les autres partis. Ça va être compliqué aussi au sein du Likoud. Parce oui, que ça va être compliqué puisqu'il y a 12 portefeuilles prévus. Il y a au moins 15 candidats. Ils vont devoir se partager des petits portefeuilles. Certains ont parlé de miettes de portefeuilles. Les plus importants portefeuilles ont été distribués aux partenaires de la coalition. Il ne reste pas grand-chose au Likoud. Eh ben voilà, on suit ça donc de près, puis on s'intéressera tout à l'heure aux conséquences diplomatiques de cette coalition, parce que là aussi cela fait grincer des dents. Par exemple, côté palestinien, on a vu que la Maison-Blanche a réagi tout à l'heure plutôt favorablement avec un communiqué de félicitations de Barack Obama, ce qui ne passe pas inaperçu évidemment dans le contexte des relations entre Jérusalem et Washington. Gouvernement qui va évidemment, mais cela va de soi en Israël, être attendu aussi sur les questions de sécurité et notamment des localités frontalières avec Gaza. Moins d'un an après la guerre avec le Hamas de l'été dernier, certains kibboutz se disent persuadés que le Hamas a repris ses constructions de tunnels terroristes détruits il y a quelques mois. Exemple du côté de Nirim, reportage Maxime Pérez avec Maël Benoliel. C'est par simple mail que les habitants de Nirim viennent d'être informés d'une nouvelle peu rassurante, la possible existence d'un tunnel terroriste à l'intérieur même du kibboutz. Une mauvaise publicité pour Arnon Avni, l'un des responsables de cette localité frontalière de Gaza, qui préfère nous montrer les nombreux travaux entamés pour améliorer les infrastructures du kibboutz. Il y a quelques jours pourtant, c'est une société privée de forage qui est venue proposer ses services à Nirim. Après avoir conduit plusieurs tests souterrains, sa conclusion est sans appel. Il y a de grandes chances que les ouvriers du Hamas soient parvenus jusqu'ici. L'armée israélienne a été immédiatement alertée. L'armée est à l'écoute de nos craintes et elle fait son travail. C'est aussi pourquoi nous avons tenu à prévenir la population de ce qui se passe ici. Et ce qu'il se passe ici, c'est que nous avons transmis des informations à l'armée et que l'armée va procéder à des vérifications. À Nirim, personne ne cède à la panique. Le kibboutz s'apprête même à accueillir une dizaine de nouvelles familles que la perspective de vivre à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza ne semble pas effrayer. Mais pour les plus anciens, ceux qui ont vécu le conflit de l'été dernier avec le Hamas, la menace des tunnels est vécue avec un peu plus d'appréhension. Depuis la fin de la guerre, les gens entendent des bruits de forage, des bruits sourds, toutes sortes de choses qui ressemblent à une construction. Ces bruits résonnent sous leur maison. Pour moi, je sais depuis la fin de la guerre qu'il y a un tunnel ici. Il faut neutraliser cette menace, qu'on ne retrouve pas une situation où 10 terroristes surgissent en pleine nuit et massacrent tout le monde. Le 27 août dernier, c'est dans ce kibboutz qu'est tombée la dernière victime israélienne de la guerre à Gaza, tuée par un obus de mortier du Hamas. 10 mois plus tard, cette localité a retrouvé un semblant de sérénité. Mais la possible découverte de tunnels ici même rappelle que le prochain conflit armé n'est jamais loin. L'avenir politique de Nicolas Sarkozy se retrouve en suspens ce soir. La justice française a en effet validé l'utilisation d'écoutes téléphoniques réalisées sur les conversations de Sarkozy et de son avocat à propos d'une affaire de corruption et de trafic d'influence. Dossier lié à l'affaire Bettencourt. La défense de Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation, mais la procédure, elle, va continuer. Myri Maman. Ces écoutes étaient à la base de toute la procédure qui a conduit à la mise en examen de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog l'année dernière.
Une mise en examen pour corruption active et trafic d'influence. Les juges pourront donc exploiter ces enregistrements. Cette décision de la Cour d'appel ouvre ainsi la voie à un éventuel renvoi en correctionnel de l'ancien président de la République. Ce dernier a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation. Nous allons immédiatement former un pourvoi en cassation contre cette décision. Le combat pour le secret des communications entre un avocat et son client n'est pas simplement le combat de Thierry Herzog, c'est le combat de tous les avocats. L'affaire éclate en mars 2014. Les juges d'instruction soupçonnent Nicolas Sarkozy d'avoir tenté avec son avocat Thierry Herzog d'obtenir des informations couvertes par le secret sur une procédure le concernant auprès d'un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. En échange de ces informations, Nicolas Sarkozy aurait promis d'intervenir pour que ce dernier obtienne un poste de prestige à Monaco. Des enregistrements téléphoniques attesteraient de cet échange de bons procédés, des écoutes obtenues dans le cadre d'une toute autre affaire, celle des soupçons de financement libyen à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Les enquêteurs découvrent dans ce cadre que Nicolas Sarkozy et son avocat échangent via une ligne secrète sur des dossiers sensibles et notamment sur l'affaire Bettencourt. C'est le point de départ de cette affaire Paul Bismuth, l'alias utilisé pour ouvrir la ligne téléphonique discrète de Nicolas Sarkozy. Ce dossier lui vaut d'être le premier ancien président français à avoir été placé en garde à vue. Alors, aspect politique, évidemment, indissociable de cette affaire. Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir Jean-Charles. Justement, comment réagit-on après ce nouveau rebondissement dans le camp Sarkozy ? Eh bien, officiellement, tout va bien, pas de panique à l'horizon. Selon son entourage, Nicolas Sarkozy est même serein et déterminé. On se rappelle que lors de sa mise en examen en juillet dernier pour corruption active et trafic d'influence, l'ancien président avait dénoncé sur TF1 et Europe 1 une instrumentalisation grave de la justice, des chefs d'accusation grotesques et une volonté de l'humilier. Alors aujourd'hui, ses proches utilisent quasiment le même vocabulaire. Certains parlent d'un complot contre l'ancien président de la République. En tête de la contestation, son lieutenant, Nadine Morano. Elle a ainsi tweeté « Nicolas Sarkozy a depuis longtemps une meute à ses trousses qui s'acharne à le faire trébucher. Rappelons qu'il n'a jamais été condamné », déclare-t-elle. Alors certains remettent en cause cette étape judiciaire. Le trésorier de l'UMP, Daniel Fasquelle, a jugé étonnante la décision de la Cour d'appel. Dans l'entourage des rivaux de Nicolas Sarkozy à la primaire à l'UMP, leur était à la retenue aujourd'hui. Alain Juppé s'est lui refusé à tout commentaire. Alors justement, dans quelle mesure cette décision de la justice peut-elle compromettre l'avenir de Sarkozy ? Écoutez, pour l'instant, rien n'est certain. Le risque d'un renvoi en correctionnel avant la présidentielle de 2017 est possible, puisque le pourvoi en cassation des avocats de Nicolas Sarkozy n'est pas suspensif, c'est-à-dire quand l'enquête reprend son cours. En tout cas, cette décision pourrait freiner la stratégie de reconquête adoptée par Nicolas Sarkozy depuis qu'il est président de l'UMP en novembre dernier. Son but est exprimé ainsi. Le moment est aujourd'hui de passer de la promesse aux actes, dit-il dans un texte adressé aux militants. Et il conclut cette lettre par un élan d'espoir. L'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera, est-il écrit. Alors pour le porte-parole de l'UMP, Sébastien Huyghe, cette affaire va faire pchit comme toutes les autres, car il faut bien dire qu'ils sont nombreux, les dossiers dans lesquels Nicolas Sarkozy est impliqué. Pour en citer quelques-uns, l'affaire Karachi, qui remonte à 1995. Le gouvernement Balladur, dont Nicolas Sarkozy était ministre du budget, est accusé d'avoir accordé des commissions faramineuses lors de ventes d'armes au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. Ou encore l'arbitrage Tapie. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir fait pression sur Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, pour obtenir un arbitrage favorable à Bernard Tapie, cela pour le remercier de son aide durant la campagne. Alors le chemin sera donc long jusqu'à 2017 et il faudra entre-temps que Nicolas Sarkozy évite de se prendre les pieds dans le tapis de ses nombreuses affaires judiciaires. Merci Léa Berdugo. C'est un plan social de grande ampleur qu'annonce aujourd'hui le géant français du nucléaire Areva, présent dans de nombreux pays. Pour faire face à de graves difficultés financières, l'entreprise à capitaux publics va supprimer plusieurs milliers d'emplois, dont la majorité en France. Julia Ganancia. Coup dur pour les salariés d'Areva. Le groupe français vient d'annoncer la suppression de 5 000 à 6 000 postes au niveau mondial sur 3 ans. Les coûts en personnel du spécialiste du nucléaire atteignent aujourd'hui près de 4 milliards d'euros, un niveau que le géant du nucléaire estime ne plus être soutenable par rapport aux 8 milliards de chiffre d'affaires du groupe.
Le spécialiste de l'atome, détenu à près de 87% par des capitaux publics, a accusé une perte nette de près de 5 milliards d'euros l'an dernier. L'effort sera supporté principalement par les postes administratifs et autres fonctions centrales, afin de préserver les compétences du groupe dans les activités nucléaires. Les syndicats d'Areva sont en colère, estimant que cela ne répondra pas aux problèmes du groupe. On s'attendait effectivement à une annonce de réduction d'effectifs, ça nous en avons parlé depuis un certain temps. On était plutôt, dans les discussions qu'on avait, on était plutôt aux alentours de 2000-2500. Voilà. Il faut savoir que l'exemple qui a été pris, c'est les salariés de plus de 57 ans, parce qu'on parlait du départ volontaire, et il y a 2800 salariés de plus de 57 ans dans le groupe. Voilà, donc c'est pour donner un ordre de grandeur. Et là, tout d'un coup, on arrive à 4000, attention, 4000 en France. 6 000 au niveau international. Objectif selon la direction, redresser la situation financière catastrophique de l'entreprise. Il prévoit 1 milliard d'euros d'économies sur les 3 prochaines années. Environ 400 millions d'euros sont attendus d'un ralentissement des investissements, de l'amélioration de la politique d'achat et de gains de productivité. Les 600 millions restants viendront selon les dirigeants d'Areva d'une réduction de 15% des frais de personnel en France et de 18% au niveau mondial. La situation du groupe Areva, comme vous le savez, est une situation difficile, est une situation grave et comme nous l'avons indiqué, qui se traduit par des pertes importantes cette année ainsi que une baisse de notre chiffre d'affaires et globalement des marchés nucléaires qui sont particulièrement atones depuis Fukushima. Le directeur général d'Areva a répété à plusieurs reprises que le groupe ferait tout pour que s'il doit y avoir des départs, il se fasse sur la base du volontariat. Areva avait déjà prévu de tailler dans ses effectifs en Allemagne avec 1500 postes supprimés d'ici 2017 et a aussi licencié 170 salariés au Niger sur sa mine d'uranium dont le chantier est suspendu depuis août. Le groupe emploie actuellement 45 000 personnes dans le monde dont environ 30 000 en France. Le ministre français de l'économie Emmanuel Macron recevra les syndicats d'Areva le 22 mai. Alors avec nous Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Areva donc qui se retrouve en grande difficulté aujourd'hui. Effectivement, le spécialiste du nucléaire en grande difficulté. Pourquoi ? Parce que sur ces 45 000 employés, globalement, il y a entre 4 000 et 5 000 licenciements, sans doute. En France, il y a 3 000 employés, entre 3 000 et 4 000 licenciements. Et pourquoi ? Parce que Areva va mal. Le chiffre d'affaires l'année dernière était de 8 milliards d'euros. Et 50% en fait de ce chiffre d'affaires, c'est les coûts salariaux. Areva a perdu 5 milliards d'euros l'année dernière. Alors comment en est-on justement arrivé à une telle situation où on n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de proposer des licenciements ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est depuis Fukushima. Évidemment, il y a une demande qui est moins importante, notamment pour construire des centrales nucléaires. Mais deuxièmement, c'est les fameux EPR, notamment en Finlande, en France. La durée de construction a été rallongée de 4 ans à 9 ans. Le coût notamment en France a triplé. Et donc, c'est véritablement des gouffres financiers. Mais troisièmement, Areva a investi effectivement dans une mine en Afrique, 2 milliards de dollars, qui est peu rentable. Et effectivement, on se rend compte quand même depuis un certain nombre d'années qu'il y avait un conflit ouvert avec EDF et Areva. Et tout ça a provoqué la chute d'Areva aujourd'hui. Alors, il y a un autre géant de l'industrie européen qui est en difficulté, c'est l'allemand Siemens. Alors, Siemens, effectivement, en fait, ils vont restructurer 3% de ces 300 000 employés. On parle de 12 000 personnes. Le plan avait été annoncé au mois de février pour 8 000 personnes. Là, on rajoute à peu près 4 000 personnes qui sont concernées. Mais c'est notamment des restructurations dans l'administration et au poste de direction. Mais Siemens dégage quand même au deuxième trimestre de l'année dernière près de 4 milliards d'euros de bénéfices. Alors, il y a un marasme économique en Europe qui contraste avec la bonne santé de la compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates, qui a annoncé aujourd'hui des profits incroyables. Profit record, plus de 1,3 milliard de dollars. C'est la plus grande compagnie aérienne au Moyen-Orient et en fait, elle surfe un petit peu sur plusieurs vagues, notamment elle a une agressivité commerciale, on la voit partout dans le monde. Et deuxièmement, elle a surfé sur la vague en fait, des carburants peu chers à cause du cours du pétrole qui était pas cher du tout. Voilà, donc quand le pétrole baisse, forcément les profits augmentent pour les compagnies aériennes, c'est mathématique. Effectivement, puisque le coût du kérosène baisse mécaniquement. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Nouveau sursis pour le Français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie. La justice examinera finalement le 13 mai prochain le recours administratif qu'il a déposé peu de temps avant son exécution qui était programmée la semaine dernière en même temps que celle d'autres détenus. Au Népal, la plupart des équipes de secours internationales ont quitté les lieux de la catastrophe à la demande des autorités. Mais Israël a laissé sur place son hôpital de campagne où plus de 1000 patients ont déjà été traités, ainsi qu'une équipe de médecins d'un genre un peu particulier. Ils sont restés au Népal. Il s'agit de clowns docteurs qui sont chargés de réconforter les enfants blessés
et traumatisés. C'est une équipe qui opère déjà avec beaucoup de succès dans les hôpitaux israéliens. Maël Benoliel. Des clowns au chevet des enfants blessés par le tremblement de terre du Népal. Et c'est à l'hôpital de campagne israélien de Katmandou que ces scènes inattendues prennent place. 5 clowns hospitaliers du Dream Doctors Project ont spécialement fait le déplacement depuis Israël pour tenter de soulager le traumatisme causé par le plus grand séisme que la région ait connu ces 80 dernières années. L'idée, c'est de jouer avec les enfants, de leur donner de la joie et de mettre fin à une atmosphère de peur et de stress. Faire des bulles, des ballons, danser, chanter, mais avant tout jouer avec des enfants toujours sous le choc du séisme. Telle est la mission de ces clowns un peu particuliers, arrivés au Népal pour une durée de 9 jours. Nous rentrons dans les tentes et on met la pagaille. Et les docteurs et les infirmières nous laissent faire. C'est une sorte de coopération qu'il y a avec le personnel médical, car ils savent que nous pouvons les aider à communiquer avec les enfants. Ce projet, le Dream Doctors, a été mis en place en 2002 et opère déjà dans plus de 20 hôpitaux à travers Israël. C'est la première fois que ces clowns participent à une opération humanitaire de la sorte, à la suite d'une catastrophe naturelle. Dans les jours à venir, les saltimbanques ont prévu de se rendre dans les villages avoisinant Katmandou pour amuser petits et grands. Là où le tremblement de terre a été le plus dévastateur. Commander une pizza peut parfois sauver une vie. La preuve avec cette histoire aux États-Unis où une femme a réussi à se sortir d'une prise d'otage avec ses enfants après avoir alerté le livreur de pizza sur Internet en passant commande. Julia Ganancia. C'est un ticket de caisse qui lui a peut-être sauvé la vie. En commandant une pizza sur Internet, une femme demande l'ajout d'un ingrédient plutôt inhabituel que le restaurant contacte la police car elle est séquestrée avec ses enfants par son petit ami. Un appel à l'aide que les employés prennent tout de suite très au sérieux. Le ticket est arrivé sur cet ordinateur et en bas c'est écrit « Otage, au secours ». Et en haut « Appelez la police, aidez-moi ». Je n'avais jamais vu quelque chose de la sorte, donc je l'ai tout de suite prise au sérieux et j'ai immédiatement appelé les secours. Lorsque la police intervient, elle trouve la femme avec un enfant dans les bras devant le domicile. Elle indique alors que ses 2 autres enfants se trouvent à l'intérieur avec Ethan Nickerson armé d'un couteau. Après une vingtaine de minutes de négociation, l'homme de 26 ans se rend sans heurts. Il est arrêté, entre autres, pour agression aggravée avec arme et séquestration illégale. La police salue l'initiative de la jeune femme, plutôt originale. Je ne sais pas si j'y aurais pensé à sa place, c'est quelque chose qu'elle a fait si naturellement. Son petit ami ne s'en est rendu compte que lorsqu'il nous a vus arriver à l'angle. Selon la police, le couple s'était disputé et l'homme a séquestré les enfants et sa petite amie qui n'a eu la possibilité d'utiliser son téléphone portable que quelques instants pour commander une pizza. Dans un instant, le vote en Grande-Bretagne pour les élections législatives. Les bureaux de vote vont fermer dans quelques heures. On fera le point en direct de Londres et avec des invités ici. À tout de suite. La coalition de Netanyahou, à peine formée, sa fragilité est pointée du doigt par l'opposition en Israël. Le gouvernement, lui, devrait être dévoilé en début de semaine prochaine avec une majorité d'une seule voix à la Knesset. Nicolas Sarkozy voit son avenir politique suspendu à la procédure judiciaire en cours dans l'affaire Bettencourt. La justice a jugé valide les écoutes téléphoniques compromettantes le concernant ainsi que son avocat. Les élections législatives en Grande-Bretagne, le vote s'achève ce soir et les résultats serrés promettent plusieurs jours de tractation avant de voir une prochaine coalition émerger. On va en reparler tout de suite. C'est donc sans doute très tard ce soir que les premières indications de sortie des urnes vont être dévoilées en Grande-Bretagne. Des élections législatives qui de toute façon ne livreront leur verdict que dans plusieurs jours. Il faudra du temps avant de former la nouvelle coalition. Retour d'abord sur cette journée de vote dans le Royaume avec Edmy Citroën. À gauche, Ed Miliband. À droite, David Cameron. Qui, du candidat travailliste ou du conservateur, remportera le scrutin? La fermeture des bureaux de vote est prévue à 22h.
Les premiers résultats sont attendus aux alentours de minuit en Écosse et à Londres. David Cameron a voté ce matin dans son fief de l'Oxfordshire, situé au nord-ouest de la capitale anglaise. Le Premier ministre sortant était accompagné de son épouse Samantha. Son opposant travailliste, Ed Miliband, a glissé son bulletin de vote à Doncaster. L'élection s'est déroulée dans 50 000 bureaux de vote aux 4 coins du pays. Les électeurs britanniques se sont rendus aux urnes, souvent indécis. Je pense que c'est déroutant. La majorité des gens ne savent pas pour qui ils vont voter et je pense que beaucoup de gens ne se sont décidés qu'une fois dans l'isoloir. Je ne suis pas vraiment sûre. C'est très difficile de voter à Thanet. Nous savons de toute façon qui nous ne voulons pas. Mais oui, c'est assez difficile de choisir. Le scrutin s'est déroulé dans un suspense total. Selon les derniers sondages, le conservateur David Cameron et le travailliste Ed Miliband devraient chacun obtenir environ 34% des voix. Si le résultat est aussi serré que prévu, les deux candidats pourraient même tous deux revendiquer la victoire demain matin à l'issue de l'élection. Alors, on va se rendre à Londres, justement. On nous attend notre correspondante Ashley Chevalier qui suit ce vote depuis ce matin. Bonsoir, Ashley. D'abord, comment s'est passé le vote? Il n'est pas encore terminé, mais comment s'est déroulée cette journée? On ne connaît pas encore le chiffre de la participation, mais ce que je peux vous dire, c'est que le temps a été plutôt clément sur tout le Royaume-Uni aujourd'hui. Les Britanniques n'avaient donc aucune excuse pour ne pas se rendre aux urnes. Les leaders des principaux partis ont également voté ce matin. Ils en ont profité pour lancer un tout dernier appel aux électeurs, leur rappelant combien il était important de voter dans ce scrutin. David Cameron a appelé les Britanniques à choisir une économie solide, tandis que son rival travailliste a rappelé les grandes lignes de son programme. Les indécis ont jusqu'à 22 heures pour faire leur choix. Alors Ashley, il faut rappeler qu'ensuite, on n'aura sans doute pas de coalition ou de vainqueur ce soir. Ça va être très très long et très serré. Oui, on aura une idée de la tendance aux alentours de 22 heures. Justement, lorsque les bureaux de vote vont fermer, un premier sondage sorti des urnes sera publié. Les premiers résultats officiels vont tomber vers minuit et les dépouillements vont continuer toute la nuit, tout comme l'édition spéciale de la BBC. Ça, c'est pour les courageux qui voudraient suivre les résultats en direct. Mais vous l'avez dit, il est peu probable que les Britanniques se réveillent demain matin avec un nouveau Premier ministre. Aucun des deux grands partis ne semble en mesure de remporter la majorité au Parlement. Ils vont devoir discuter avec les petits partis en vue de créer ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. Et ces discussions, elles pourraient prendre plusieurs jours. Merci Ashley Chevalier, donc en direct de Londres. Le vote qui se poursuit encore, on a vu, puisqu'effectivement, il est beaucoup plus tôt qu'ici. Bonsoir Avi Pazner, bonsoir, ambassadeur d'Israël. Vous connaissez bien ce pays, la Grande-Bretagne, où vous avez servi en tant que diplomate. D'abord un mot, parce que le contexte politique rappelle un peu ce qu'on voit ici en Israël, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à avoir une coalition extrêmement fermée avec beaucoup de négociations, comme on l'a vu ici. Oui, quand j'ai entendu votre correspondante, ça m'a rappelé exactement la situation en Israël. Vous avez deux grands partis, gauche et droite, et puis vous avez 4 ou 5 petits partis, et il est évident qu'il n'y aura aucun vainqueur ce soir, même si celui qui aura 1 ou 2 votes de plus va crier victoire. La vraie victoire sera quand il y aura un gouvernement de coalition. Et je ne sais pas, même si c'est quelques jours, ça peut durer plus de temps, comme on l'a vu chez nous. Ça peut durer plus de temps. Parce que mettons que les sondages sont corrects. Admettons, avec un grand point d'interrogation, que les sondages sont corrects. Ils ont 1/3 chacun. Donc, il leur faut encore 17, 18, 19% pour arriver à former une coalition. Ça va être très difficile pour les deux, pour les deux. Parce qu'il y a des inconnus. Par exemple, le parti UKIP, le parti d'extrême droite. Personne ne va former une coalition avec le parti UKIP. Et on ne sait pas combien ils auront de députés. Je ne crois pas que beaucoup, même si c'est un peu comme le Front National en France, même si dans la population, ils peuvent avoir 12%, 15% ou 20%, au Parlement, ils ont peu de sièges à cause de la distribution locale. Donc, il va y avoir un gros travail à faire ici.
Et je ne serais pas surpris que cela prenne du temps. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que Cameron, qui est le sortant, donc le conservateur, apparaît donc comme quelqu'un d'opposé à l'Europe, à la présence finalement, à l'intégration européenne de la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas le cas de Miliband. C'est là-dessus que se fait la différence. La Grande-Bretagne a toujours eu un problème avec l'Europe, hein, Oui, a toujours eu un problème. Ça fait déjà 50 ans, lorsque De Gaulle déclarait « l'Angleterre est une île » quand elle voulait s'associer à l'Europe. Miliband est plus pro-européen que Cameroun, qui a promis d'ailleurs que s'il vaincrait, il y aurait un référendum sur l'Europe. C'est dangereux, parce que vous avez gauche extrême, droite extrême qui sont contre, et vous avez beaucoup de conservateurs qui sont contre. Et je crois qu'il va devoir tenir sa promesse. Mais il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes planent sur l'Europe. Ces doutes sont économiques. Vous savez que l'Angleterre a bien réussi son redressement grâce à Cameroun. Et Cameroun va aux urnes aujourd'hui avec une carte majeure. C'est l'économie. Il a réussi son pari. Okay, l'Angleterre est en meilleure position que la plupart des pays européens. Mais Miliband a l'avantage d'être jeune, d'être nouveau. Et ça va être très serré. Alors pour Israël maintenant, est-ce qu'il y a une préférence d'abord au point de vue diplomatique? Parce que c'est vrai que les travaillistes sont clairement aux côtés des Palestiniens, ce qui est un peu moins le cas évidemment des conservateurs. Vous l'avez dit en une phrase, oui. David Cameron est un ami d'Israël, un ami déclaré d'Israël. Miliband, qui est juif, est très pro-palestinien. Il y a une aile gauche du Parti travailliste qui est extrêmement pro-palestinien. Et si eux vont faire une coalition, mettons avec les Verts, qui demandent un boycott d'Israël, ou même les nationalistes écossais qui sont assez anti-israéliens, enfin, non, pas anti-israéliens, pro-palestiniens, je crois que pour Israël, il est préférable de voir David Cameron continuer d'être le Premier ministre. Bien sûr, je le dis d'une façon complètement personnelle, officiellement, personne ne vous le dira, mais je crois que nous avons maintenant un ami à Downing 10, et j'espère qu'il va continuer à y être. Ouais, parce que l'Europe, c'est vrai, est souvent très dure avec Israël. La Grande-Bretagne, justement, pèse auprès des Européens. Oui, absolument, pèse d'une manière positive pour nous. Nous avons 2 ou 3 grands pays qui sont avec nous, l'Allemagne, l'Angleterre, et ça serait dommage si l'Angleterre allait passer dans le camp opposé qui aujourd'hui soutient la cause palestinienne. L'Angleterre est extrêmement importante aussi parce qu'elle a un siège au Conseil de sécurité. Vous savez que la question israélo-palestinienne va peut-être être traitée au Conseil de sécurité. Donc pour Israël, je crois qu'il est important de voir David Cameron continuer et j'espère que cela va être le cas. Eh bien on verra. En tout cas, les résultats ne sont pas pour tout de suite, on l'a compris. Merci Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. Merci d'être venu dans ce studio. On évoque à présent ce rapport inquiétant qu'a rendu l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle prévoit une crise liée à l'augmentation des cas d'obésité en Europe d'ici à 2030, si rien n'est fait. L'OMS parle même d'une véritable épidémie qui touche déjà les États-Unis et viendrait donc contaminer l'Europe. Edmé Citroën. L'Europe affrontera une crise d'obésité aux proportions énormes d'ici 2030. C'est la prévision alarmante d'une étude menée dans une 50aine de pays européens. L'Irlande devrait être le premier pays touché par le fléau, où presque toute la population serait en surpoids ou obèse d'ici 15 ans. La proportion d'obèses devrait augmenter dans l'ensemble des pays européens. Ce scénario catastrophe devrait cependant épargner les Pays-Bas. À l'origine de cette pathologie, l'alimentation et le style de vie. C'est pourquoi Marisol Touraine en a fait une priorité dans la loi santé, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. La volonté qui m'anime aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, c'est de continuer à innover. Parce que nous devons continuer à innover. Innover dans l'organisation des soins, en passant d'un système cloisonné, trop centré sur l'hôpital, à une médecine de parcours et de proximité, organisée autour du patient. Pour prévenir l'obésité, la ministre veut désigner un médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans. L'objectif, identifier le plus tôt possible les signes précurseurs de la maladie. Car aujourd'hui, en France, un enfant sur 6 présente encore à ce jour un excès de poids. Autre mesure phare de la loi santé, le logo nutritionnel sur les aliments. Dans les supermarchés, Marisol Touraine veut étiqueter les produits avec un code couleur qui permette de reconnaître la composition des aliments. Du vert pour les produits les plus sains, au rouge vif pour les plus mauvais.
Ce dispositif vise à améliorer l'information liée à l'alimentation, aujourd'hui responsable de nombreuses maladies. Un tiers des cancers les plus fréquents pourrait être évité par une meilleure prévention nutritionnelle. Par ailleurs, l'alimentation est aussi un vecteur d'inégalité en matière de santé, puisqu'en France, les ouvriers comptent 10 fois plus d'enfants obèses que les cadres. Alors, on accueille dans ce studio le docteur Jean-Michel Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Nutritionniste à Paris. Vous connaissez évidemment très bien ce sujet. Est-ce que c'est une surprise pour vous d'ailleurs de voir ce rapport de l'OMS qui fait un peu l'effet d'une bombe en Europe? Mais est-ce que les médecins ont conscience, est-ce que vous le constatez vous déjà, qu'il y a une recrudescence des cas d'obésité? Individuellement, on s'est rendu compte dans la plupart des cabinets de consultation qu'on avait une augmentation du poids chez nos patients, qu'on avait de plus en plus de sollicitations pour perdre du poids. Et en même temps, c'est la vraie étude qui vient démontrer ça sur un plan épidémique. Ça veut dire que ça démontre que c'est une épidémie d'obésité, pas au sens d'une infection, mais au sens d'une progression qui va toucher plus de 10% de la population. Et même les chiffres sont très alarmants, puisqu'à l'horizon 2030, l'OMS annonce 80% de gens en obésité ou en surpoids. Et aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas seulement la santé des gens, c'est une problématique économique. Ça veut dire que l'obésité et le surpoids sont générateurs de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi l'invalidité, c'est-à-dire la difficulté à se mouvoir. Et ça va faire exploser les coûts de santé parce que quand tous les gens vont se retrouver dans des situations de maladie, évidemment, on va les traiter. On a des moyens modernes qui coûtent extrêmement cher. Et c'est un problème de santé publique. C'est pas seulement un problème individuel. Donc, il y a urgence à faire quelque chose là. Est-ce que la France est plus concernés? On a vu que des pays comme l'Irlande devraient connaître un taux d'obésité absolument incroyable. Est-ce que la France fait partie des pays où il y a un signal d'alarme à tirer? Alors, il y a deux zones. L'OMS attire l'attention sur le fait que l'Irlande particulièrement, mais aussi l'Angleterre sont des pays qui sont extrêmement touchés. On a le sentiment que les pays latins, dont la France, sont un peu moins touchés pour le moment. L'explication, elle résulte de deux choses. Premièrement, la mondialisation de la nourriture. Ça veut dire que les anglo-saxons importent leur nourriture chez nous et progressivement, on va avoir les mêmes problèmes qu'eux. Et nous, leur importons une nourriture qu'ils ne connaissent pas plus que nous ne connaissons la leur. Ce qui veut dire que les gens perdent leurs repères alimentaires et cette mondialisation, elle n'est pas favorable. Le deuxième facteur, c'est l'explosion du manger différent. Ça veut dire que les gens ne mangent plus le sacro-saint petit déjeuner, etc., qui est complètement démodé. Les gens maintenant font 2 repas et un grignotage. Et ce repas, ils le font souvent dans la rue avec des aliments qui ne sont pas de première nature, en tout cas sur le plan nutritionnel. Et fatalement, ça augmente le bilan énergétique. Sédentarité, augmentation du bilan énergétique. On a le cocktail parfait pour démonter le phénomène de l'obésité. Ça veut dire que là, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore temps de prévenir tout ça? Là, on est à 15 ans de cette catastrophe annoncée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut agir encore? Alors moi, je veux vous faire un diagnostic réel. Le diagnostic optimiste, ça serait de dire oui, on va tout arranger. Le diagnostic réel, c'est que les gens qui sont touchés aujourd'hui après 40 ans, on va avoir beaucoup de mal à leur faire marche arrière. Par contre, la prévention, elle peut s'exercer dès le plus jeune âge. Et je crois que c'est le moment pour Madame Vallaud-Belkacem d'envisager, parmi les mesures qu'elle envisage d'entreprendre sur l'éducation nationale, de mettre au point un système d'éducation nutritionnelle qui ne veut pas dire bêtifier les gosses et leur dire manger des tomates au lieu de manger des nuggets. Ça veut dire leur apprendre ce qu'est la nourriture, reprendre les cours d'éducation ménagère. On voit bien notamment en Europe que dans les pays nordiques, Suède, Danemark, Norvège, où il y a des cours d'éducation ménagère, filles et garçons, ce qui permet d'éviter le sexisme, eh ben on n'a pas le même type de problème. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème à se poser. C'est les jeunes générations qu'il faut protéger, que pour les adultes, malheureusement aujourd'hui, il va falloir qu'ils se mettent un peu au régime de temps en temps, et sinon, ça sera quelques problèmes à envisager. C'est une situation qui est pire que celle qui prévaut aux États-Unis, parce qu'on disait souvent, ce sont les Américains qui sont touchés par ces phénomènes d'obésité. Là, ce qui attend l'Europe, ça peut être du même acabit ou pire? On a 2 zones qui sont extrêmement fortes sur le continent américain, c'est le Mexique et les États-Unis, où on frôle les 75% déjà aujourd'hui de surpoids et d'obésité. Ils ont mis en place des plans qui marchent moyennement bien, mais ils les ont mis en place plus tôt que nous. Mais on est en train de rejoindre ces pays et toute personne qui contredira ça ne dira pas la vérité. Et c'est un leg qu'on va faire en termes de santé publique. On voit bien les problèmes qu'a l'Angleterre à l'heure actuelle avec son système de santé. C'est un leg qu'on va faire de santé publique aux futures générations qui va peser très très lourd. Excusez-moi du jeu de mots. Jean-Michel Cohen, on a souvent dit le fameux régime crétois, préserver plus les populations méditerranéennes de ce genre de problème. Est-ce que c'est encore une vérité aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours un régime qui est mis en valeur? Plus que jamais. On va pas l'appeler seulement régime crétois, on va l'appeler régime méditerranéen. Ça veut dire une sélection d'huiles, c'est-à-dire les bonnes huiles, des huiles de noix, des huiles de tournesol, des huiles d'olive, mais pas seulement, les huiles de colza aussi. Ça veut dire un peu de céréales, ça veut dire un peu de légumes, donc ce mélange féculent et fibres. Ça veut dire peu de viande rouge, ça veut dire des viandes blanches la plupart du temps, ça veut dire des fruits, ça veut dire aussi
des produits céréaliers comme le pain et le pain complet. Oui, c'est un modèle qui protège. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre cuisiner chez soi un bœuf avec des légumes et quelques haricots ou acheter un plat tout prêt dans lequel on va retrouver du sucre, notamment sans vouloir stigmatiser l'industrie alimentaire, la balance, elle est rapidement faite. Donc, il y a un vrai effort à fournir sur le plan éducatif, mais aussi sur la régulation des industriels de l'alimentation. Et je crois que malheureusement, ça va passer par quelque chose d'un peu répressif. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais il va falloir le faire, sinon ça va coûter beaucoup plus cher. Voilà. Et donc, en tant que médecin, vous, rapidement, vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à cette étude? C'est vraiment, il y a une situation de danger dont il faut prendre en compte? Je pense qu'elle est réelle, mais quand on fait une étude à 15 ans de distance, on peut imaginer qu'on peut provoquer des solutions qui améliorent la situation, mais le mal est en cours quand même. Merci Jean-Michel Cohen. On va montrer à l'écran le livre que vous avez écrit justement, qu'il est l'édition de cette année. J'ai décidé de maigrir, donc il n'est pas trop tard. C'est publié chez Flammarion pour ceux évidemment qui veulent éviter de se retrouver touchés par cette épidémie d'obésité. Merci à vous Jean-Michel Cohen. Merci d'être venu dans ce studio. Un incident plutôt rare ce matin. Le terminal de l'aéroport international de Rome, Fiumicino, a été frappé par un violent incendie. C'était pendant la nuit. Fort heureusement, ça n'a donc pas fait de victimes. Mais cela a entraîné la fermeture de l'aéroport durant une bonne partie de la journée. Grosse perturbation du coup dans le trafic aérien sur toute l'Italie. Retour à la normale dans la soirée. Commémoration officielle demain à Reims du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va y revenir en détail dans un instant, mais voici tout d'abord des images étonnantes qui viennent d'être restaurées par un laboratoire allemand. Il s'agit de Berlin en juillet 1945. Juste après donc la guerre, la vie tente de reprendre son cours au milieu de ruines spectaculaires. Des images colorisées et impressionnantes. Joseph Emmanuel. Immobile, cet homme assiste à la chute de sa ville. Nous sommes à Berlin en juillet 1945. L'Allemagne nazie a capitulé depuis 2 mois. La métropole porte les traces de 2 semaines d'intenses bombardements soviétiques. L'artillerie lourde des Russes n'a laissé aucune chance à Berlin. La capitale est détruite jusqu'aux 3/4 par endroits. 22 000 soldats et autant de civils sont morts dans la bataille de Berlin. Une bataille considérée comme l'une des plus sanglantes et coûteuses en vie humaine de la Seconde Guerre mondiale. Pris au piège, les 2 millions de civils berlinois s'étaient réfugiés dans le métro, les abris et les caves. Autour du Reichstag, le quartier des ministères est dévasté. Le célèbre hôtel Aldon, repère des journalistes avant la guerre, porte les traces de l'incendie que les soldats soviétiques, ivres, déclenchaient 1 mois plus tôt. Face à lui, la porte de Brandebourg est également une ruine. Dans quelques années, le mur de Berlin passera exactement par là, et comme précurseur d'histoire, un portrait de Staline trône déjà dans ce qui sera dans quelques années Berlin-Est. L'eau manque dans de nombreux quartiers de la ville, l'électricité est rare, et certains essaient de ramener l'ordre dans le chaos. Mais à travers les ruines, la lumière. Plus de traces de l'armée allemande, pourtant omniprésente depuis l'accession d'Hitler en 1933, mais les uniformes sont partout. L'armée russe. Les livres d'histoire font état de 100 000 Berlinoises violées par les troupes soviétiques au moment de leur entrée dans la ville, mais l'heure est désormais à la fraternisation. La vie reprend à Berlin, les tramways sont bondés, et comme une scène surréaliste, l'élégance des Berlinoises perdure dans un chaos architectural. Celles qu'on nommera bientôt les femmes des ruines déblayent des milliers de tonnes de gravats, les Berlinois se remettent à la tâche, et la bonne humeur est de rigueur après plusieurs mois d'enfer. L'une des pages les plus sombres de l'histoire a été ici écrite, mais l'avenir appartient désormais à la jeunesse berlinoise, un avenir allemand, filmé en couleur. Voilà, image étonnante donc de Berlin juste après la guerre. Une polémique s'invite à l'occasion de ce 70e anniversaire. Elle concerne la Russie. En raison de la crise liée à la situation en Ukraine, de nombreux pays occidentaux comme les États-Unis n'iront pas samedi participer aux commémorations du 70e anniversaire organisé à Moscou, ce qui pour certains tente à minimiser le rôle qu'ont joué les Russes et l'armée rouge dans la victoire en 1945. Qu'en est-il exactement? On est en ligne avec l'historien Marc Ferraud, spécialiste de cette période. Bonsoir Marc Ferraud. Bonsoir. Est-ce que pour vous, il est indécent justement de ne pas aller rendre hommage à Moscou au rôle qu'a joué l'armée rouge dans cette victoire 1945? Oui, c'est tout à fait indécent. Mais nous avons déjà eu des situations pires. Rappelez-vous, il y a 5 ou 6 ans, ou 10 ans peut-être, pour commémorer le débarquement, on avait invité le chancelier allemand
et on n'avait pas invité les Russes. C'est-à-dire que c'était les Allemands qui devenaient nos alliés et les Russes qui devenaient nos ennemis. Cette fois-ci, ça se limite et l'affront consiste à ne pas y aller. Ouais. Alors justement, il faut rappeler à Marc Ferraud que justement c'est l'apport de l'armée rouge dans le basculement de la guerre a été considérable. On a tendance à l'oublier. On parle beaucoup du débarquement en Normandie, côté occidental, mais on oublie ce qu'ont fait les Russes à l'Est. Absolument. Si le débarquement a pu se faire dans des conditions merveilleuses et courageuses, c'est aussi parce que les Russes avaient repoussé les Allemands jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Et par conséquent, une grande partie du débarquement a pu se réaliser grâce à cette prodigieuse avancée des troupes russes. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a même dit pendant des années de guerre froide que si les Russes avaient progressé, c'était grâce au matériel américain, ce qui est totalement faux, puisqu'ils avaient gagné déjà la bataille de Stalingrad avec du matériel russe, la bataille des tanks ensuite, ils l'avaient gagnée en Pologne avec des tanks russes, et d'une certaine façon, les Russes avaient montré la supériorité, ce qui était inimaginable, n'est-ce pas, de leur armement sur celui des Allemands. Et les Américains n'ont livré à la dernière minute que des jeeps, qui ont d'ailleurs été fort utiles. Alors justement, on a vu tout à l'heure ce qui s'est passé à Berlin en 1945. Est-ce que les Russes ont eu ce comportement, évidemment, parfois très condamnable envers la population civile? Ça, c'est quelque chose d'avéré qu'on a tenté d'expliquer par ce qu'ils avaient subi eux-mêmes. Bien, effectivement, il y a eu des violences commises par les Russes à Berlin et tout autour, mais il ne faut pas oublier que les armées allemandes qui défendaient Berlin étaient celles qui avaient brûlé 350 villes et villages en Biélorussie 3 ans plus tôt, n'est-ce pas? Et que le besoin de vengeance des Russes était quelque chose qui pouvait s'expliquer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas condamner ces violences également. Est-ce que c'est à ce moment-là également que Staline prend possession de tous les pays de l'Est? C'est un tournant 1945 aussi, parce que la Russie, évidemment, va occuper tous ces pays qu'elle aurait dû libérer? Exactement. C'est pour ça que dans les pays baltes, par exemple, qui ont été occupés 50 ans par les Russes, avec les démocraties populaires qui sont en quelque sorte transformées en républiques soviétiques, on a beaucoup plus de ressentiment contre les Russes que contre les Allemands qui ne les ont occupés que 5 ans. Donc là, il y a des pays qui, aujourd'hui, justement, sont à l'avant-garde du ressentiment contre l'Union soviétique, et c'est ce qui explique que depuis plusieurs mois et années, à cause des événements de Crimée, on peut dire que l'Union européenne est plus anti-soviétique que jamais. Merci beaucoup pour cet éclairage, Marc Ferraud. Je rappelle que vous êtes donc historien spécialiste de cette période. Les célébrations donc, qui ont lieu demain à Reims pour donc les Occidentaux et puis samedi à Moscou. Il y a également des commémorations dans de nombreux pays qui ont participé au combat avec les Alliés. Ce sera le cas également en Israël où des anciens combattants de la brigade juive se souviennent de leur combat aux côtés de l'armée britannique, car c'est elle qui intégrait les habitants de la Palestine d'alors. Reportage Mathias Inbar. C'est John Major, l'ancien Premier ministre britannique. Sa mémoire est intacte. À 93 ans, Joseph Zeltzer se souvient de son passé militaire. Tout commence à la fin des années 1930 en Palestine mandataire britannique. Il s'engage alors dans les brigades juives. Les Anglais ne nous voulaient pas, mais ils avaient besoin de nous. Ils nous considéraient comme leurs serviteurs pour creuser leurs tranchées. D'Israël, on nous a envoyés en Libye, à Benghazi. Nous ne faisons que des missions de surveillance. Mais nous voulions avant tout nous battre, c'est la raison pour laquelle nous étions là. Ils ont finalement décidé de nous envoyer en plein désert pour nous entraîner avant le grand combat. Ces brigades vont être composées de plus de 5000 volontaires, tous engagés dans la 8e armée britannique, l'une des sections qui participera à la célèbre bataille d'El Alamein en Égypte, mais également sur le front italien. 2 combats auxquels Joseph et son unité participent. Lorsque nous sommes arrivés à Alfonsine, dans le nord de l'Italie, pour remplacer les soldats britanniques, ils nous ont dit de ne pas s'en faire, que nous pouvions nous balader torse nu. Cela ne s'est pas passé comme ça. Pas une nuit ne se passait sans des échanges de tirs, d'armes lourdes, des tirs d'obus. 8 mai 1945,
La date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais pour Joseph, c'est surtout le début d'une nouvelle aventure qui va le mener à la guerre d'indépendance d'Israël en 1948. Nous n'avions aucune idée du sort qui avait été réservé aux Juifs d'Europe. Mais à la fin de la guerre, on nous a amenés à la frontière italo-autrichienne. Et c'est là que nous avons découvert qu'il y avait des réfugiés juifs. Je vous le dis, si on ne nous avait pas entraînés pendant 8 longs mois et si nous n'avions pas fait la guerre, nous n'aurions jamais pu faire face à toutes les armées arabes. Comme si notre engagement auprès de l'armée britannique était providentiel. La brigade juive sera démantelée par la Grande-Bretagne en 1946. La plupart de ses membres passeront ainsi de l'uniforme britannique à celui de l'armée israélienne. Une image à présent qui tente à conforter l'idée que le pape François veut sortir des clichés traditionnels de la papauté. Il a reçu, vous le voyez au Vatican, les célèbres basketteurs américains des Harlem Globetrotters et, eh bien, vous allez le voir, petit exercice pour lui à la clé, exercice d'agilité, le ballon sur le doigt. Voilà, pas de miracle pour l'instant, mais ça va venir sans doute avec un peu d'entraînement. Image donc en provenance du Vatican pour le pape François. On va évoquer dans un instant le regard des Palestiniens très en colère après l'annonce de la nouvelle coalition en Israël. Justement, comment ce nouveau gouvernement va-t-il gérer le dossier du processus de paix qui doit théoriquement reprendre, en tout cas c'est ce que veulent les Américains, pour aboutir à une solution à 2 États. C'est la question que l'on va se poser dans un instant. Et puis on vous donnera également des nouvelles de la situation au Yémen, où une trêve humanitaire de 5 jours pourrait être instaurée. Restez avec nous, à tout de suite. La coalition de Netanyahou, à peine formée, sa fragilité est pointée du doigt par l'opposition en Israël. Le gouvernement devrait être dévoilé en début de semaine prochaine. Et on évoquera dans un instant les relations à venir avec les Palestiniens. Nicolas Sarkozy voit son avenir politique suspendu à la procédure judiciaire en cours dans l'affaire Bettencourt. La justice a validé aujourd'hui les écoutes téléphoniques compromettantes le concernant ainsi que son avocat. Élection législative en Grande-Bretagne, le vote va s'achever dans quelques heures et les résultats serrés promettent plusieurs jours de tractation pour la prochaine coalition. La visite de John Kerry en Arabie Saoudite a peut-être porté ses fruits. L'Arabie Saoudite s'est dite prête ce soir à observer une trêve humanitaire de 5 jours au Yémen. Mais encore faut-il que cette trêve soit acceptée par l'autre camp, les rebelles chiites soutenus par l'Iran. Elsa Mouri. 5 jours de trêve au Yémen, c'est la proposition de Riyad alors que l'Arabie Saoudite est à la tête de la coalition qui bombarde les positions des insurgés houthis. Un cessez-le-feu de plusieurs jours pour permettre aux organisations humanitaires déjà sur place d'accéder aux populations parfois privées d'électricité, de nourriture et de médicaments. Derrière cette proposition se cache la main des États-Unis. John Kerry s'est rendu sur place pour appuyer cette demande de la communauté internationale. Le cessez-le-feu a été un objectif de longue date de la communauté internationale et nous respectons profondément la direction de l'Arabie Saoudite pour avoir fait ce pas, pour avoir pris cette initiative, disant au monde qu'ils sont prêts à répondre aux besoins humanitaires de la population du Yémen. Reste à savoir si les rebelles chiites houthis accepteront cette proposition sous égide américaine. Le secrétaire d'État américain a également rencontré le président yéménite exilé à Riyad. Abdrabbo Mansour Hadi s'y est réfugié il y a quelques semaines alors que les rebelles houthis amorçaient leur assaut d'Aden. Mais John Kerry a affirmé lors de cette rencontre qu'il n'engagerait pas de troupes terrestres, contrairement à ce que demandait le président yéménite à la communauté internationale. Plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, ont qualifié de catastrophique la situation de millions de civils pris au piège des combats. Les autorités françaises avaient annoncé qu'elles mettraient tout en œuvre pour punir les coupables s'ils existent au sein de l'armée française. Eh bien, des juges d'instruction français vont aller enquêter en Centrafrique après le scandale de la révélation d'abus sexuels commis par des soldats français en mission à Bangui. C'est un rapport de l'ONU qui a révélé l'affaire. Léa Berdugo.
L'affaire des viols présumés d'enfants par des militaires français en Centrafrique a suscité l'émotion. La justice française passe désormais à l'action et se saisit du dossier. Une information judiciaire est ouverte contre personnes non dénommées. Des juges d'instruction vont d'ailleurs se rendre sur place pour enquêter. Les chefs d'accusation sont les suivants. Viol sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions et complicité de ce crime. Le parquet avait déjà ouvert une première enquête préliminaire fin juillet 2014 après avoir été averti par le ministère de la Défense. Aucun enfant ni militaire mis en cause n'a été entendu dans le cadre de cette enquête. La Centrafrique également ne compte pas rester les bras croisés. Le ministre centrafricain de la Justice a annoncé l'engagement de poursuites contre des membres de l'opération Sangaris. J'ai donc instruit le ministre, le procureur de la République pour ouvrir une enquête afin qu'on suive cette affaire qui en fait est extrêmement grave pour que les coupables soient poursuivis. Selon une note de l'ONU qui date de 2014, 14 militaires français ont été mis en cause dans des affaires de viol, dont 3 identifiés. Des viols commis en échange de nourriture ou d'argent. La note recueillait des témoignages de 6 enfants de 9 à 13 ans. Les faits se seraient déroulés dans un camp de déplacés entre décembre 2013 et juin 2014. La nouvelle coalition israélienne formée hier par Netanyahou n'est pas encore à l'œuvre, mais déjà des critiques, et notamment de la part des Palestiniens. Ces derniers estiment qu'elle va à l'encontre de la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. On va y revenir en détail dans un instant. Joseph Emmanuel. Un jour après la formation du nouveau gouvernement israélien, c'est le pessimisme qui règne chez les Palestiniens de Cisjordanie comme de Gaza. Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien sortant, a conclu mercredi soir, in extremis, une coalition gouvernementale. L'accord avec le parti nationaliste religieux Foyer Juif ne rassure pas la rue palestinienne. C'est un gouvernement de colonisateurs criminels. Rien de bon ne sortira de tout ça. Les choses vont revenir à ce qu'elles étaient dans le passé. Il n'y aura aucun progrès. Méfiance, généralisation et hostilité. Les sondages montrent que l'homme de la rue ne croit plus en une solution négociée. À Ramallah, le porte-parole du président palestinien confirme un sentiment général. C'est un gouvernement de droite qui soutient la colonisation, rejette la solution de 2 États, un gouvernement qui ne provoquera qu'une paralysie politique à long terme. Ceci aura des répercussions négatives, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour toute la région. Des répercussions dans une région en proie à de multiples conflits. Depuis bientôt 10 ans, le mouvement islamiste Hamas règne en maître sur la bande de Gaza. Et de ce côté aussi, l'optimisme n'est pas de rigueur après la formation du nouveau gouvernement israélien. La composition du gouvernement israélien reflète une augmentation du racisme parmi les Israéliens. Malgré le stress que cela provoque chez nous, les Palestiniens, nous sommes en mesure de relever les défis qui s'imposent. Une telle évolution nous oblige à renforcer l'unité nationale. C'est la fin de toute solution pour arriver à une paix. À l'instabilité du nouveau gouvernement israélien, fait écho le pessimisme des Palestiniens. Depuis plusieurs semaines, les officiels palestiniens entreprennent de multiples démarches auprès de l'ONU pour intégrer entre autres la Cour pénale internationale et peut-être intenter des procès pour crimes de guerre à Israël. La composition du gouvernement Netanyahou sera peut-être pour l'autorité palestinienne un prétexte supplémentaire pour poursuivre ses démarches unilatérales auprès des instances internationales. De son côté, le président Obama a félicité Binyamin Netanyahou et a confirmé qu'il travaillera avec ce nouveau gouvernement. Alors justement, comment ce nouveau gouvernement, qui n'est pas encore tout à fait formé, en tout cas cette nouvelle coalition, va-t-elle agir avec les Palestiniens dont on a vu qu'ils étaient plus que circonspects quant aux intentions du gouvernement israélien? On va évoquer tout cela. Je salue le docteur Marilyn Smadja, bonsoir. Enchantée, vous êtes bonsoir. cofondatrice du mouvement des femmes pour la paix en Israël. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Et Nadia Ellis, bonsoir. Bonsoir, spécialisée donc dans l'analyse du discours, chercheuse également à l'université de Tel Aviv. Nadia, justement, ce qu'a dit Erekat aujourd'hui, comment faut-il l'interpréter? Parce qu'il a utilisé évidemment des mots très forts pour qualifier la nouvelle coalition israélienne. Effectivement, on en parlait la semaine dernière de ce qu'on appelle les abus de langage. Alors, dans le cas spécifique des
déclaration d'Erekat aujourd'hui, on peut dire qu'il a abusé du langage, non pas parce qu'il a exprimé des idées avec lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, mais parce qu'il fait un usage très spectaculaire du langage, évidemment pour attirer l'attention du monde sur ce qui se passe. Mais c'est quelque part dommage. Déjà, il emploie des termes comme génocide, purification ethnique, ne sachant pas d'ailleurs qu'il s'agit de 2 synonymes. Donc il dit qu'en gros, la ministre de la Justice Shaked appelle le génocide et la purification ethnique des Palestiniens. Ce qui est un absurde quelque part, dans la mesure où il n'y a pas besoin d'employer un langage aussi virulent pour parler de déclarations de cette parlementaire qui sont de toutes les manières assez aberrantes en elles-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre les génocides, l'appel au génocide et ce qu'elle a dit. Aussi, il a parlé du fait que le nouveau gouvernement israélien va déstabiliser le Moyen-Orient, ce qui est aussi intéressant parce qu'on peut se demander de quelle stabilité il parle et quelle stabilité exactement ce gouvernement va pouvoir déstabiliser. Mais surtout, il insère à un moment dans ses déclarations le fait que le moment est venu pour la communauté internationale de vraiment faire face aux crimes israéliens et de condamner ce qu'Israël fait. Et dans sa déclaration, on dirait qu'en fait, c'est les élections qui constituent vraiment le dernier des crimes qui ont été commis en Israël envers les Palestiniens, ce qui est purement absurde, encore une fois, dans la mesure où il s'agit d'une élection démocratique, les résultats, on peut les aimer ou pas, mais ce sont les résultats. Et cette manière, en fait, de un peu manipuler ces déclarations sert quelque part à montrer que tout ce qui se passe ici, enfin en tout cas c'est le message qu'il essaie de faire passer, c'est tout ce qui se passe ici est fait pour déplaire aux Palestiniens, est fait pour aller contre les Palestiniens, ce qui n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas le cas dans la formation du gouvernement. Quand il dit le gouvernement maintenant c'est une forme de gouvernement qui se base sur la guerre et sur les appels au génocide, c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout. Le gouvernement se forme sur des mécanismes internes israéliens. Tout n'est pas fait autour des Palestiniens, mais évidemment, ça sert sa stratégie rhétorique qui est toujours celle d'essayer de montrer que tout ce qui se passe ici, en gros, tourne autour du problème palestinien. C'est vrai dans certains cas, c'est pas vrai dans d'autres. Ça semble pas être vrai du tout, d'ailleurs, dans le cas précis. Vous avez l'impression que cette coalition, Marilyn Smadja, justement, est surtout centrée finalement sur les problèmes interne à Israël et pas du tout sur le dossier palestinien ou pas? Non, je ne pense pas. Je pense justement, il y a d'abord, je vous rejoins sur les excès de langage. On ne sait jamais vraiment à quel point ils peuvent aussi servir ou desservir. Parce que quand on est trop dans l'excès, on perd de la crédibilité aussi. Donc il faut aussi être modéré quand on fait des analyses. Et comme vous le dites, on peut être pour ou contre, mais en tout cas, il y a un état de fait, il faut l'analyser. Il y a des choses qui peuvent être positives dans ce gouvernement, et il y a d'autres choses, même si je n'ai pas voté pour ce gouvernement, je veux dire, je souhaite, moi, en tant qu'Israélienne, que ce gouvernement réussisse, et réussisse pas seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan extérieur. Donc ça, c'est vraiment... Maintenant, pour en revenir à la problématique palestinienne, je crois qu'il y a quand même des faits qui font réfléchir, et sans être justement dans l'excès. Par exemple, le fait quand même que c'est un gouvernement de droite, et droite même qualifiée de droite, extrême droite. C'est la première fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un gouvernement bien qualifié de droite. Il n'y a même plus le gauchiste de service, et le gauchiste de service n'existait pas ces dernières années, c'était le centriste de service. Ça va être probablement Netanyahou qui va prendre ce poste de gauchiste de service dans un gouvernement qui est peut-être plus à droite que lui. Et donc il y a une situation, il y a des faits qui ont été dits. Il a été dit, par exemple, avant les élections, Netanyahou a dit qu'il ne voudrait pas d'un État, tant que dans son prochain mandat, il ne voudra pas d'un État palestinien. Ça, ce sont des faits. Alors, c'est vrai que 2 jours après, il est revenu sur cette position. Alors, on pourrait dire que c'est pas Tzipi Livni qui est Girouette, c'est Bibi Girouette. Donc, changement, en fait, qui sera retenu de toute manière sur le plan historique, parce que lui aussi perd de la crédibilité. De dire 2 jours avant les élections et après les élections. Mais la tendance, c'est pas seulement ce que dit Netanyahou, c'est aussi ce que dit Bennett.
Et Bennett, on le voit maintenant, prend du pouvoir, a pris une place importante, parce que Lieberman, qui pensait éventuellement à une solution régionale, avec Lieberman, il y avait peut-être une possibilité de solution. Avec Bennett, on voit très bien, il a toujours dit, ça n'aura pas beaucoup de possibilités. Donc je crois qu'il y a une inquiétude réelle, et je ne veux pas regarder que le côté palestinien, je veux regarder d'abord du côté israélien, une réelle inquiétude. Où allons-nous par rapport aux accords politiques? Moi, je pense que nous avons un pays très fort sur le plan de la sécurité, et qu'il est temps que nous nous montrions forts aussi sur le plan politique et diplomatique, et donc de prendre des initiatives, que notre pays puisse prendre des initiatives et d'aller justement vers des accords avec une séparation bien claire des Palestiniens. Alors Emmanuel Navon, est-ce que cette coalition vous semble pouvoir aller dans cette direction? Est-ce qu'elle en a l'intention? Il faut bien comprendre que c'est une coalition accidentelle qui a été imposée au Premier ministre à cause de la décision de Lieberman de ne pas s'y joindre. C'est une coalition qui ne va pas tenir, parce qu'on ne peut pas gérer une coalition de 61 députés. Il suffit qu'il y ait un député qui soit en vacances, ou bien, comme on l'a entendu ce soir, un député du Likoud, par exemple, Ayoub Kara, qui a menacé de ne pas voter avec le gouvernement s'il n'obtient pas un poste de ministre. Ce n'est que le début. Donc Netanyahou ne veut pas d'une coalition de 61 députés, il ne veut pas de Bennett dans sa coalition. Il fait tout pour convaincre Yitzhak Herzog de rejoindre sa coalition et de remplacer Bennett. Il n'oubliait pas également que le coup que Bennett a fait à Netanyahou, à savoir ce chantage pour obtenir le ministère de la Justice à 24 heures de l'échéance, il ne l'a pas oublié et il ne le pardonnera jamais. Donc la question de savoir aujourd'hui combien de temps cela va prendre, et est-ce que Netanyahou va réussir à convaincre Herzog de se joindre à sa coalition et de remplacer Bennett, c'est clairement ce que veut Netanyahou. C'est également ce que veut Herzog, sauf que tout le monde au parti... C'est ce qu'il veut. Oui, donc vous savez, chacun est libre de croire, chacun est libre de croire aux hommes politiques. Mais en tout cas, Herzog ne maîtrise pas complètement son parti. Je pense qu'il va essayer de faire passer, entre guillemets, la pilule à son parti en justifiant le fait que le parti du foyer juif a obtenu le ministère de la Justice, ce qui pour la gauche est un cauchemar, et je pense que c'est comme ça qu'il va convaincre son parti de se joindre au gouvernement. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que cette coalition est invivable, elle est trop étroite, le Premier ministre lui-même n'en veut pas, et il est clair qu'il s'attelle aujourd'hui à l'élargir et à constituer un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes. Ouais. Alors que c'est pourtant ce à quoi ont aspiré les Israéliens. Ils ont voté clairement à droite en mars dernier, et finalement cette coalition n'est pas formée telle que le souhaitaient les Israéliens. Je ne sais pas si ils ont voté clairement à droite, dans la mesure où effectivement on arrive à 61, peut-être avec les 6 de plus de Lieberman, on était à 67, mais Kahlon, il est central, donc c'est sûr que la population israélienne elle est divisée en deux, très clairement. Là, c'est un coup de théâtre qui met tout, comme Emmanuel Navon le dit, il faut voir où ça mène, parce que ça ne peut pas tenir dans ces termes, ça c'est clair. Alors on veut rester avec nous, on va continuer à en parler dans un instant, et notamment donc, de ce dossier palestinien, puisque les Américains et l'Europe vont sans doute le mettre très rapidement sur la table. On en reparle juste après la pause, à tout de suite. Alors, à peine formée, la coalition de Netanyahou est déjà à l'épreuve de sa fragilité observée, et notamment sur le dossier palestinien. On en parle avec Nadia Ellis, avec Emmanuel Navon, avec Marilyn Smadja. Est-ce que justement vous avez l'impression que sur ce dossier palestinien, parce qu'il y aura des pressions internationales très vite, que va faire ce gouvernement à votre avis? Est-ce qu'il va reprendre une initiative, ou est-ce qu'au contraire ce sera le statu quo? Moi je pense que c'est la grande inquiétude, et pourtant malgré tout, je veux dire, c'est pas un sujet qui a été très abordé pendant la campagne électorale. Le sujet de l'Iran a été très abordé pendant la campagne électorale. Je pense que vraiment majoritairement tout le monde était un peu d'accord pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de partenaire de l'autre côté. Même Herzog n'a pas parlé, n'a pas mis comme cheval de bataille les accords politiques avec les Palestiniens, mais je crois qu'il y a une réelle conscience aujourd'hui que c'est un état de fait. C'est-à-dire c'est une question de 1 an, dans 2 ans, d'ici 2 ans, il y aura, pour le monde, aux yeux du monde, les 50 ans de l'occupation. Ça va être de toutes les manières une épée de Damoclès que nous avons déjà d'ailleurs sur la tête. On va la sentir très vite. Il va y avoir des sanctions sur Israël. Moi, j'entends, j'ai rapport avec des politiciens et des ambassadeurs d'Europe et que ça. Vraiment, j'entends le fait qu'ils sont
ils aiment Israël, ils soutiennent Israël, mais pour eux, c'est impossible, impensable de se dire qu'il n'y a pas un État palestinien. C'est-à-dire que c'est un fait et moi je pense que aussi la majorité des Israéliens, pas parce que peut-être ils le veulent vraiment, mais aussi par ras-le-bol de la situation, de se dire voilà, il faut absolument maintenant qu'il y ait une séparation, alors que ce soit une séparation responsable ou irresponsable, mais il faut qu'il y ait une séparation des Palestiniens. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Maintenant, mon grand souci en tant qu'Israélienne, c'est de me dire, est-ce que cette séparation va nous être imposée ? Et quand elle nous a imposé, c'est très très difficile à tenir quelque chose parce que c'est unilatéral. On l'a très bien vu dans tous les accords, y compris le retrait du Liban, y compris le démantèlement de la bande de Gaza. Chaque fois qu'on a fait des accords unilatéraux, ils ont été très difficiles à tenir et puis le prix a été très cher à payer après. Et en fait, pour moi, il y a une nécessité de faire un accord ou bilatéral ou régional. Je ne suis pas très optimiste par rapport à la capacité de Netanyahou aujourd'hui à faire face à son gouvernement et à imposer. Et je pense que quand on dit que Mahmoud Abbas est un leader faible, je pense que Netanyahou est aussi un leader faible aujourd'hui, qui a perdu son aura et qui s'est énormément affaibli. D'ailleurs, on l'a vu, il est incapable de faire cohésion et coalition avec son gouvernement. Manuel Navon, là-dessus, vous êtes d'accord ? Écoutez, ça c'est un vieux serpent de mer, ce sujet. Vous savez, vous avez parlé de 50 ans. Ça fait aussi 50 ans qu'on essaie de résoudre ce problème. Il faut bien comprendre la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Je pense qu'une majorité d'Israéliens souhaitent résoudre ce problème et que beaucoup de gens ont une solution sur le papier. Mais dans les faits, n'oublions pas ce qui s'est passé ces 20 dernières années, qu'il y a eu de véritables tentatives sérieuses ces 20 dernières années de résoudre ce problème et que ça a toujours buté aussi bien à l'époque d'Arafat que de Mahmoud Abbas lui-même en 2008, lorsque Ehud Olmert lui a fait la proposition qu'il lui a faite sur ce qu'ils appellent le soi-disant droit au retour. Donc ne nous voilons pas la face. Toujours mettre ça sur le dos du leadership israélien lorsque ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, il y a eu des négociations très poussées, dont par Tzipi Livni elle-même. Vous pouvez l'inviter ici, elle vous le racontera. On parle de responsabilité partagée, on ne parle pas de mettre sur le dos des Israéliens. Je ne rentre pas dans le blame game. Je ne rentre même pas dans le blame game. Je dis simplement... Netanyahou qui avait basculé quand même la négociation au bout du troisième volet. Je ne suis même pas rentré dans le blame game, je dis simplement qu'il faut comprendre la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. C'est sûr qu'il vaut mieux une solution, mais le dire ne suffit pas pour changer la réalité. Il y a une réalité qui est que le leadership palestinien également, ces 15 dernières années, refuse systématiquement de faire tout compromis sur le soi-disant droit au retour qui est bien entendu complètement incompatible, by definition, avec la solution de deux États, que par derrière, il y a un Proche-Orient qui est devenu ce qu'il est devenu ces 3 dernières années, avec un Iran qui ne cesse de s'étendre, qui est en train d'obtenir l'accord qu'il est en train d'obtenir, qui contrôle 4 capitales arabes, qui a déclaré déjà qu'il soutiendra l'État palestinien militairement et financièrement. Donc tout cela, on ne peut pas se voiler la face. Encore une fois, qu'il soit souhaitable de résoudre la situation, c'est vrai, mais cela ne suffit pas. Pour la résoudre, il faut bien comprendre la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est réalisable. Je pense que c'est fausser le problème, ce que vous dites. Non, c'est la réalité. Parce que souhaitable, je ne suis pas sûre que le gouvernement de ces dernières années a vraiment souhaité une solution. C'est-à-dire, vous avez raison qu'il y a eu des initiatives. D'ailleurs, je veux dire, il y a eu des initiatives, plus qu'une initiative à l'époque de Rabin. Je veux dire, on était très très proche, s'il n'avait pas été assassiné, d'un accord de paix. Donc, je ne veux pas aller si loin, je ne veux pas revenir si loin dans l'histoire. Je veux venir vraiment très très proche dans le précédent gouvernement, ce qui a fait basculer. Il y avait 4 volets. Où on pouvait arriver à des négociations. Et au bout du 3e volet, donc on a quand même aussi libéré des terroristes pour pouvoir arriver. On est arrivé très loin. C'est-à-dire que le gouvernement des Likoud qui accepte de libérer des terroristes pour pouvoir arriver à des accords politiques. Au bout du 3e volet, celui qui a fait basculer la négociation, c'est Netanyahou, en exigeant une clause qui n'était pas attendez 2 minutes, qui n'était pas dans l'accord. Il a exigé que les Palestiniens, donc les leaders palestiniens, reconnaissent l'État d'Israël comme un État juif. Or, les accords avec la Jordanie... Vous pouvez demander à Tzipi Livni elle-même qui a négocié. Mais j'ai discuté très souvent avec Tzipi Livni personnellement. Ce n'est pas ça qui a fait capoter, puisque cette exigence de Netanyahou n'était pas une exigence pour les négociations. Ça veut dire quoi, cette reconnaissance d'Israël comme État-nation ? Ça veut simplement dire que les Palestiniens renoncent à ce soi-disant droit au retour. Et encore une fois, si vous avez parlé à Tzipi Livni, elle pourra vous dire, elle a négocié avec Arikat, qui nous accuse maintenant de génocide, n'est-ce pas ? Que quand ils ont négocié pendant presque un an, sous l'égide de John Kerry,
On est revenu encore une fois au même sujet, le soi-disant droit au retour, et un abandon complet d'Israël sur Jérusalem-Est, etc. Donc on a été déjà dans ces négociations, dont dans le gouvernement précédent. Et par conséquent, soyons de bonne foi, voyons les faits tels qu'ils sont. N'essayons pas à chaque fois d'occulter une partie du problème. Et encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec vous sur la nécessité de résoudre le problème. Mais il faut bien comprendre que ce problème n'est pas résolu pour une raison qu'il a été rejeté. Et encore une fois, c'est aussi ça qui droitise la société israélienne. Quand on dit « Ah mais oui, le gouvernement israélien est devenu de droite », oui, parce que quand on ne cesse d'avoir des propositions de paix que les Palestiniens nous crachent à la figure, alors l'Israélien moyen se reporte sur la droite. Ça aussi, il y a une conséquence à cette politique de refus des Palestiniens. Je ne suis pas sûre que ça soit aussi que la problématique soit aussi dichotomique, comme vous dites, que d'un côté, les Palestiniens refusent totalement de faire des accords et que les Israéliens, eux, ne veulent que des accords. Je parle encore au niveau du gouvernement, je ne parle pas au niveau des populations, parce qu'au niveau des populations, il y a une réelle volonté. Et je pense que la majorité des gens ont envie d'une vie normale, d'une vie sans guerre, d'une vie économique où ils peuvent avoir une certaine sérénité, etc., etc. Ce que je pense, c'est que vous parlez de mauvaise foi, et c'est pas juste de mettre la mauvaise foi que d'un côté, parce que justement celui qui a perdu le plus de crédibilité au niveau au sein de son propre pays et au niveau international, c'est quand même notre Premier ministre, Netanyahou, celui qui nous représente. Il n'a plus autrement aucune dit, crédibilité. Mahmoud Abbas, lui, n'a pas perdu sa crédibilité en formant un gouvernement avec le Hamas. Avec le Hamas, il n'a pas perdu sa crédibilité. L'argument, c'est pas de mettre un argument contre un autre argument de la même... Donc vous avez parlé de crédibilité. Abbas n'a pas de crédibilité. Abbas n'est pas un leader fort. Je ne dis pas que Abbas est un leader fort. Ce que je dis, c'est que Netanyahou n'est pas un leader fort. Maintenant, moi, je peux avoir de l'influence sur mon gouvernement. Je suis israélienne et je peux avoir de l'influence sur mon gouvernement. Je peux exiger, par exemple, manifester, faire sortir 50 000 femmes dans la rue, peut-être la semaine prochaine, 10 000 ou 12 000 femmes le jour du départ de la Knesset, peut-être 50 000 femmes dans un mois, 2 mois. Et je peux dire, réclamer que mon gouvernement prenne de l'initiative. Je ne peux pas influencer directement Abbas. Donc, je pense que c'est pas juste de tout le temps et du côté palestinien, dans les arguments, il n'y a pas d'élection Juste pour conclure, il est important qu'Israël prenne l'initiative. On a pris l'initiative en 2005. Il est important qu'elle reprenne. On a vu le résultat. Mais il faut le refaire. Ah oui, il faut refaire 2005. Non, il ne faut pas refaire 2005. On a pris l'initiative avec le retrait unilatéral de Gaza. On a vu le résultat. Il faut faire autre chose. Les initiatives en elles-mêmes ne constituent pas une solution. Il y a des initiatives qui sont également mauvaises. On a pris une initiative vraiment qui allait très loin en 2005, ce retrait unilatéral. On a vu le résultat. Encore une fois, prendre des initiatives en elles-mêmes, ça peut être aussi contre-productif. Allez, on n'ira pas plus loin malheureusement parce qu'on n'a pas le temps. Merci à tous les trois. Merci Dr Marilyn Smadja, merci Emmanuel Navon, merci Nadia Ellis. Et donc coalition fragile et qui va donc être à l'épreuve déjà de la Knesset dès la semaine prochaine. On n'a pas fini évidemment d'en reparler. Dans un instant, un nouveau journal. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonsoir.